merci d'être resté à nos côtés. Ce matin, on a parlé beaucoup d'IA. On a parlé beaucoup d'IA dans la fonction finance. Et cet après-midi, on va essayer de voir technologiquement qu'est-ce que ça veut dire l'IA dans la fonction finance. On a aujourd'hui à nos côtés Xavier Perret. Xavier, ça fait 5 ans que tu travailles chez Microsoft, je crois, un peu plus. Exactement. 5 ans. 5 ans. Tu es en charge directeur du cloud Azure. Et puis accessoirement. Dont fait partie l'IA, voilà, exactement. On peut rester debout, on peut s'asseoir, c'est assez ouvert. Merci de ta disponibilité. Je sais que tu étais la semaine dernière chez Vivatech, la semaine prochaine. D'avant, en fait. La semaine d'avant. Et demain chez Station F. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas nous parler d'IA. On a pas mal de sujets à voir ensemble. On a préparé des slides, mais aussi l'objectif, c'est que tu échanges avec ce parterre devant toi, ces directeurs et directrices financiers qui sont là pour justement comprendre un petit peu ce que c'est que l'IA. Peut-être démystifier un petit peu cette partie-là. Et puis, tu nous expliques un petit peu. On parle aujourd'hui d'une IA, je crois, 4e génération, c'est ça, mais c'est quoi l'IA? Finalement, nous, on en entend parler depuis 2 ans, mais c'est pas vrai. Ça fait 50 ans, 60 ans que ça a démarré. Je te laisse la parole. Oui, alors, effectivement, donc, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Donc effectivement, je suis un tech, mais pas que. Ce qu'il faut comprendre sur l'IA, d'abord, le terme est né en 1956. Pour ceux qui savent, c'est la conférence de Dortmund. Avant, le mot IA n'existait pas. Et donc, il y a plein de formes d'IA depuis 1956. Machine learning, on en fait plein, en fait, du prédictif. Donc, c'est déjà là. Ce qui s'est passé depuis 4 ans, en fait, enfin, depuis 2 ans, en fait, avec ChatGPT, quelque part. Mais en fait, depuis 4 ans chez Microsoft, c'est qu'on a entraîné des modèles avec le partenariat avec OpenAI. Donc, la première patte de partenariat avec OpenAI, en fait, elle date d'il y a 4 ans et demi, dans lequel, en l'occurrence, Sam Altman et puis Satya Nadella, le PDG de Microsoft, se sont serrés la main, on va dire, ont commencé à investir pour construire une IA pré-entraînée. Alors, c'est important, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le P de GPT qui est pré-entraîné. C'est la capacité d'un modèle qui est capable de capter le langage. Pas la connaissance, on va y venir, mais le langage, c'est la capacité finalement d'émuler une conversation derrière. Et donc c'est ça qui est arrivé dans un mode accessible, c'est-à-dire que c'était tellement accessible que n'importe qui pouvait l'utiliser avec tous ses défauts, ChatGPT. Mais finalement, ce modèle est capable d'apporter un module conversationnel, on va dire intelligent pour être sympa. En fait, ça reste statistique, voilà, derrière, et qui ouvre de nouvelles opportunités. Puisqu'en devenant accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, n'importe quel développeur, n'importe quelle personne. Et ben en fait, on va pouvoir l'incorporer dès qu'il y a une conversation dans une entreprise. Alors évidemment, dès qu'il y a une conversation entre personnes, on peut imaginer des choses, mais aussi une conversation avec un système, c'est-à-dire un logiciel. Donc, en l'occurrence, par exemple, Board, évidemment, mais évidemment, Office, etc., on va y venir. Et donc, ça va réinventer complètement. Depuis 2 ans, on voit bien que cette nouvelle IA, qui est encore une fois une sous-partie de l'ensemble de l'IA générative, eh ben, elle va à la fois pouvoir enrichir l'expérience employée, l'expérience client, l'engagement client, quelles que soient les fonctions derrière, et puis créer des nouveaux types de valeurs derrière. Merci. Alors, Board, Microsoft, nous sommes partenaires depuis une 30aine d'années maintenant. On a fait le choix justement de faire l'hébergement sur de l'Azure depuis le démarrage. Qu'est-ce que pour toi, pour Microsoft, ça veut dire cette stratégie, ce partenariat? Quelle perspective ça peut ouvrir? Et quelle est la stratégie finalement de Microsoft dans l'IA qu'on va voir naturellement intégrée dans Board demain? Oui, alors, et puis après, oui, on était un cran en avance. Mais alors, la stratégie de Microsoft sur l'IA, elle est assez simple en fait. On est une plateforme technologique. Donc Microsoft, c'est quoi? Alors certes, ça a un petit côté B2C avec Bing et puis Xbox, mais en fait, on est dans le B2B. On va apporter des outils au sens large du terme pour permettre de développer des expériences pour nos clients, nos partenaires, comme Board, ou fournir nous-mêmes ce qu'on appelle les copilotes finalement d'IA. Donc notre stratégie, c'est de pouvoir industrialiser ou donner les outils pour industrialiser en toute sécurité, pour y venir aussi, finalement, ces nouveaux modèles et de pouvoir les utiliser correctement pour créer de la valeur. Donc on va industrialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer ces modèles ou partneriser pour créer ces modèles, dont OpenAI fait partie, mais pas seulement, et puis ensuite les déployer dans une infrastructure qui va être celle de l'entreprise pour qu'elle puisse justement ancrer sur ces données, créer des expériences qu'on va voir juste après. D'accord. Et alors, chez Microsoft, on parle beaucoup de copilotes. Oui. C'est quoi un copilote? C'est quoi un copilote concrètement? On en a parlé ce matin. Effectivement, cette IA générative, c'est pas comme les autres IA. Et puis on est tellement baigné. Alors moi aussi, dans la science-fiction, qu'on a peur de l'IA. C'est pas un bon mot d'ailleurs. Et donc chez Microsoft, effectivement, on a plutôt poussé la notion de copilote. C'est quoi? C'est de dire cette IA, elle est au service de l'humain.
elle est censée, alors j'aime pas beaucoup ce terme, malheureusement j'en ai pas d'autre, qui est augmentée, c'est-à-dire elle doit me permettre de faire gagner du temps. Donc cette IA elle est au service de mon expérience à moi. Ça veut dire que c'est moi qui vais systématiquement quelque part valider. Il va me faire des propositions, il va me faire gagner du temps, mais à la fin c'est moi qui suis en contrôle de ce que l'IA va générer. Ce qui est hyper important, ce n'est pas une IA qui me standardise des choses ou qui fait à ma place, c'est une IA sur laquelle, comme un manager, finalement, je vais déléguer des actions, mais finalement, je vais être toujours en contrôle de ces actions-là. Donc, toutes les expériences qu'on développe, dont les copilotes de Microsoft, c'est toujours dans une expérience, on va me proposer des choses, et puis si je ne suis pas content, si ça ne me satisfait pas, je vais continuer à itérer derrière, je vais, avec finalement cette itération, avec un mode du lot conversationnel, mais ça n'est pas quelque chose qui va me créer comme ça, quelque chose out of nowhere, qui complètement remplacerait mon travail. Très clair. Alors on a vu ici quelques-unes des opportunités. Je te laisse avancer effectivement sur quelques-uns des slides ou des éléments que tu souhaites illustrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu dans un moment que moi j'appelle l'an 2, pas c'est le meilleur mot, mais l'an 2 de l'IA générative, c'est-à-dire que tout le monde a découvert ChatGPT, alors selon les moments, mais il y a 1 an et demi, quand c'est devenu disponible, et tout le monde a fait waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, c'est vrai que ce modèle-là pré-entraîné, donc qui est encore une fois un modèle de langage, il s'est retrouvé à émuler quelque part une conversation comme si c'était une conversation humaine, ce que ce n'est pas. Encore une fois, c'est un outil statistique. Et par contre, on a trouvé comment l'ancrer sur des données pour rendre des vraies expériences, des vrais usages derrière. Et donc là, on est dans un moment un peu différent où on a commencé à déployer au sein de nos propres produits, mais aussi avec pas mal d'entreprises, des expériences. Et ces gens-là, et je pense que c'est la première fois que je vois ça à ce point-là, beaucoup des employés sont venus en disant moi ça m'intéresse, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on pouvait penser, évidemment on peut croire que l'IA va prendre notre place, je ne suis pas sûr, au contraire ils sont arrivés avec moi je veux l'utiliser parce que je vois où ça peut me faire gagner du temps. Donc ça c'est tiré d'une étude qui s'appelle le Work Trend Index, que sort tous les ans Microsoft derrière. Donc évidemment il y a quelques années elle était très sur le remote working, sur le post-Covid, etc. Étonnamment depuis 2 ans elle est très sur l'IA derrière. Et donc 3 tendances se démarquent aujourd'hui. C'est 1, les employés souhaitent utiliser l'IA au travail, ils veulent faire et ils n'attendront pas que l'entreprise se lance. Alors on a même l'élément convergent qui est je n'irai pas dans une entreprise si elle n'a pas ce type d'outil. Voilà, en particulier sur les développeurs. Il y a un outil qui s'appelle GitHub Copilot pour les développeurs avec l'IA. Clairement, les jeunes générations en particulier, mais pas seulement, disent si je n'ai pas ce type d'outil, ça me met tellement gagner du temps que moi, je ne rentre pas dans cette entreprise-là. Le 2 élément, c'est en fait, ça ouvre des opportunités de carrière. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les employés disent moi, ça m'intéresse en fait de me former là-dessus. Il faut que je me forme là-dessus parce que ça change la donne, ça permet d'accéder aux informations de façon différente. Et puis, le dernier, c'est quand on regarde ceux qui utilisent vraiment beaucoup fortement l'IA, on voit ce que ça nous dit sur vraiment le futur du travail. Et le futur du travail, il nous dit quoi? Il nous dit en fait, je délègue des tâches pour mieux me concentrer sur des tâches à valeur, des tâches qui comptent pour moi ou des tâches qui comptent pour le client. Donc en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser que ça va me remplacer. C'est plutôt comment ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire ou gagner du temps finalement. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là est un autre sujet au sein de l'entreprise, mais finalement, ça va me permettre de gagner du temps et de mettre de l'énergie là où ça compte, par exemple, en ce moment. Voilà. Ce que tu dis, c'est que ça ouvre des nouvelles opportunités finalement et que c'est indispensable pour l'entreprise. Et comme je disais, ces produits sont rendus accessibles, donc on se dit, mince, n'importe qui peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de sujet d'adoption. Moi, j'ai vécu dans la transfo digitale dans lequel il fallait systématiquement, fortement former pour que mon client passe en digital avec son smartphone. Pas de bol, alors j'étais chez un opérateur télécom, pas de bol, mamie n'a pas de smartphone, donc elle va toujours en boutique. Voilà. Là, c'est différent, il n'y a pas de sujet d'adoption. En fait, beaucoup de gens veulent cette IA générative. Pourquoi? Parce qu'elle est sur l'essence même, la conversation derrière. Donc 3/4 des gens utilisent déjà l'IA. Et en fait, la moitié de ces 3/4, en fait, ils ont commencé il y a moins de 6 mois. Donc on voit bien que fondamentalement, ça touche quelque chose de nous sur l'utilisation de cet outil conversationnel derrière. Après, le comment on le fait, comment on l'utilise, ça reste un sujet derrière. Mais il est probable qu'on ne vive pas ce qui s'appelle la vallée des désillusions, comme on le voit souvent. Non, les gens continuent à l'utiliser quand ils savent bien l'utiliser. Alors moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est quand même réservé à des populations jeunes, aux générations Z. Super transition, mais pas du tout. Alors, c'est ça qui est intéressant. Évidemment, sur les développeurs, c'est un peu vrai, mais pas totalement. En revanche, sur l'ensemble de l'IA au travail, puisque les gens ont découvert aussi, comme tout le monde, comme vous probablement, ChatGPT, en fait, oui, les Gen Z sont un peu plus armés, peut-être, mais en fait, on trouve toutes les populations qui l'utilisent ou veulent l'utiliser.
Alors la difficulté, c'est que s'ils l'utilisent aussi, ils peuvent utiliser des outils qui ne sont pas ceux labellisés sécurité au sein de l'entreprise. Mais en fait, on ne trouve pas tant que ça de différence. Donc il y a une petite différence, mais encore une fois, contrairement aux anciennes transformations digitales, là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement de différence sur les générations. Il y a des différences sur la seniorité, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire la capacité d'utilisation. Je suis un développeur senior, je suis un développeur junior. Oui, je ne vais pas l'utiliser exactement de la même façon. Si je suis un expert ou pas un expert, oui, ça redéfinit ce qu'est l'expertise. En revanche, il n'y a pas de différence au niveau de l'âge, au niveau du sexe, d'ailleurs au niveau du genre. Merci. Est-ce qu'on a quelques retours justement de l'usage et puis de ce qu'apporte Copilot en entreprise aujourd'hui? Alors du coup, moi j'ai plus parlé des Microsoft Copilot. Donc les copilotes de Microsoft, c'est quoi? C'est évidemment, alors celui qui est le plus connu finalement, c'est Office, au sens large du terme, Excel, PowerPoint, etc. Derrière, pour vous illustrer. Mais juste avant, pour ceux qui l'ont testé, qui l'a testé dans la salle? Qui l'a dans la salle? Ah, ça commence, yes. D'accord, c'est bien, c'est pas mal. En fait, encore une fois, il y a plein de copilotes possibles. Il y a plein d'entreprises qui font des copilotes et c'est tant mieux. Nous, on fournit, comme je disais, l'infrastructure pour pouvoir les faire correctement, avec tous les sujets d'ailleurs de sécurité, de jailbreaking, toutes ces questions-là derrière. Je voulais juste revenir sur bien utiliser son copilote, quel que soit le copilote, c'est bien prompter. Voilà. Et donc, on a déjà pas mal de guidance sur c'est quoi bien prompter derrière, parce qu'en fait, ceux qui commencent à utiliser copilote, souvent on a eu ça il y a 1 an et demi, et puis qui disent je l'ai essayé, ça marche pas. En fait, c'est parce qu'ils disaient fais-moi ça. Bah non, fais-moi ça. Statistiquement, ça peut être n'importe quoi. Voilà, c'est comme si je délègue à quelqu'un, je dis fais-moi ça. Bah, c'est pas forcément correspondre à ce que j'ai en tête. Donc, c'est important une fois qu'on prompte le contexte, l'objectif, la source éventuellement, c'est-à-dire le document attaché derrière, et puis l'attente, c'est-à-dire j'attends quoi derrière. Et donc, bon, là j'ai pris un exemple qui est loin du domaine, je ne savais pas qu'il est, voilà, qui est évidemment, si je prompte correctement, il va me faire correctement, en l'occurrence jusqu'à l'image, parce que c'est un des modèles. Derrière, par contre, si je lui dis juste fais-moi quelque chose, il ne va pas faire grand-chose derrière. Donc, ce qu'on voit de plus en plus dans l'adoption au sein de l'entreprise, c'est ça, c'est qu'il y a des manières de faire. Nous, on a... Il est passé en arrière, hop. J'espère qu'il ne va pas bouger. Et donc les premiers moments en fait de vie, j'allais dire d'entreprise, c'est quoi? C'est résumé dans Teams. Moi j'adore ça. Voilà, c'est résume-moi les choses, mais pas seulement résumé. C'est est-ce qu'il y a un plan d'action? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça éventuellement? Moi mon câble favori c'est je suis rarement en retard à une réunion. Pas tout à fait vrai, mais quand même. Et donc, je ne veux pas déranger tout le monde. Et donc, pendant la réunion, je demande, résume-moi les actions. Et est-ce que j'ai été cité? Est-ce qu'on m'a déjà filé une action? Ça, c'est classique. Il y en a d'autres qui est, voilà, crée-moi un résumé de mes mails. C'est-à-dire, vous avez des threads de mails. Et puis, vous n'avez pas le temps de tous les lire. Et donc, quels sont les plus... Résume-moi ce qui s'est passé, voire propose-moi une rédaction d'une proposition de réponse derrière, que je vais pouvoir amender. Encore une fois, c'est une proposition. Résume-moi un document à partir d'un autre document. Voilà, donc c'est la summarization derrière, voire crée-moi une présentation à partir de ce document. Encore une fois, ce document va être une proposition, il ne va pas être abouti, puis je vais pouvoir lui l'itérer derrière. Donc voilà le type de prompt text. On en a plein et on en a en fait par métier que je voulais partager effectivement, puisque voilà, tu m'as demandé la direction financière, parfait. Voilà, exactement, ce qui a l'air d'être la population. Je pourrais vous dire où sont les slides si vous voulez, mais parce que être devant la photo, c'est pas le. C'est comme vous le souhaitez. Donc, on a déjà des patterns. Alors là, c'est sur des solutions Microsoft, évidemment, mais qui correspondent à des usages métiers. On a déjà pas mal décrit ça parce qu'on le voit, voilà, quantitativement dessus. Donc, vous voyez, sur une journée, moi, qui ne suis pas d'un métier financier, j'utilise beaucoup la data. Donc, je peux vous dire que j'ai 2 choses en fait que je demande, puisqu'on peut même organiser ces prompts à l'avance. C'est-à-dire tout à 9h, il y a des prompts qui sont envoyés automatiquement. Comme ça, j'ai pas besoin de les refaire. Mon premier, c'est résume-moi ce que j'ai à faire dans la journée selon ce que j'ai reçu depuis 3 jours et les choses les plus critiques par rapport à mon agenda de la journée. Donc, il va prendre mon contexte de mon agenda, de mes mails, de mes IM, etc. pour créer ça. Le deuxième, c'est j'ai un prompt, je ne peux pas vous dire, mais qui est du coup sur mon business à moi, puisque je dirige Azure, qui est voilà, update-moi finalement et dis-moi les éléments qui sont par rapport aux résultats de la veille. Parce que on regarde jour par jour, parce que je suis sur un business de consommation, donc ça c'est intéressant de voir. Alors à la journée c'est pas si pertinent, mais à la semaine je peux vous dire que c'est intéressant parce qu'il va me résumer en langage naturel des choses que peut-être je n'aurais pas vu dans mon dashboard. Donc là on a un exemple, alors c'est un risk and compliance, ça va vous parler plus qu'à moi, mais voilà, sur un analyse financier de la même façon, sur la veille, par exemple, directement entre plusieurs éventuellement analyses financières à faire, l'interaction avec du dashboarding, éventuellement j'ai une présentation à faire. Vous voyez que vous allez combiner
La clé, c'est le contexte, en fait. C'est-à-dire, l'IA générative, elle est assez bête toute seule. C'est un modèle de langage, comme j'ai dit. Par contre, associé au contexte de l'entreprise, de mon contexte à moi, auquel je lui donne accès, donc mon graphe, ce qu'il appelle le graphe en fait, mes données éventuellement venant de tiers de type borne, etc., je vais être capable d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus pertinent et adapté à mon contexte de la journée, de mes mails, etc. derrière. Tu parlais de consommation et de monitoring. Est-ce que tu pourrais nous dire justement un peu ta perception de la vitesse d'adoption lorsqu'on parle de l'adoption de ChatGPT, ça a été un record dans l'histoire. Est-ce que tu vois cette même tendance aujourd'hui en entreprise ? Alors c'est dur à répondre en question parce que oui, il y a des populations qui vont plus vite. Alors j'en ai parlé un petit peu, les développeurs, ils ont l'outil qui correspond. Là, c'est en train de pourquoi ? Parce qu'il y a des tâches ingrates qui sont d'une évidence telle pour un développeur. Il y en a une auquel je me bats parce que je code avec mon fils, comme ça vous saurez tout. Il y en a une auquel je me bats, c'est de documenter son code. Voilà. Mon fils ne documente pas jamais son code, ça permet ça. Donc il y a des populations où ça correspond à des patterns de je gagne du temps. Voilà, c'est moins pour créer le code qu'en fait pour documenter, passer, expliquer, débugger derrière. Voilà. Donc selon les populations, on va avoir des rythmes différents derrière. Tout ce qui est sur l'usage général collaboratif, on voit bien qu'on commence à avoir pas mal d'entreprises en France qui commencent à l'adopter progressivement. Vous voyez, vous êtes plusieurs à le tester. Derrière, bon, il y a un an, ça venait de sortir. Pour un produit qui est sorti il y a un an et quelques, c'est quand même assez incroyable quand on regarde. Donc, on va dire, on est dans cette phase d'adaptation. Il y a des métiers qui l'adoptent plus facilement parce qu'ils courent après le temps. Donc, exemple, le vendeur. Si un vendeur, en général, un vendeur, j'en suis un quelque part, c'est paresseux. Donc, s'il est malin, il sait utiliser Copilot parce qu'il gagne du temps. Parce qu'un vendeur, c'est paresseux. Il veut faire ses objectifs en le moins de temps possible. Il y a une population autre qui est intéressante pour moi parce qu'il y a une vraie valeur à l'IA générative, c'est la recherche documentaire. Tout ce qui est recherche documentaire. C'est une façon d'aller chercher des documents. Vous voyez, moi, par exemple, je cherche une présentation que j'ai discutée avec Julien, mais je ne sais plus du tout le nom de la présentation. Avant, j'aurais cherché en fonction d'une présentation. Alors là, je ne m'embête pas, je cherche une présentation que j'ai faite avec Julien. Pouf, j'ai un machin, pouf, c'est fait. Donc, tout ce qui est legal, voilà, le métier du legal, là, tout ce qui est recherche documentaire, extrêmement important. Et autre population qui n'est pas ici représentée, quoique, c'est le procurement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tâches d'analyse, de comparaison, et on voit aussi une grosse tendance là-dessus. Dernière question avant de passer sur demain, sur le futur. Ce matin, en plénière, on parlait beaucoup du rôle de l'homme, de la transformation et puis d'une nécessité pour les entreprises d'accompagner ce changement. Toi, chez Microsoft, tu vois aussi cette demande de formation, d'éducation, d'appropriation de ces sujets techno ? Oui, alors complètement. Donc l'outil a l'air magique, mais en fait, c'est que des stats. Donc, si on ne sait pas le prompter, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, en fait, on va mal l'utiliser. Et encore une fois, de manière responsable. Ce que sort l'IA générative peut halluciner. Il y a des manières, halluciner ça veut dire inventer. Donc il y a des manières aussi pour que les expériences correspondent. Mais si on n'a pas formé les gens pour correctement prompter, c'est comme déléguer une tâche à un manager. Ça s'apprend. Et donc oui, associé à cet outil technologique, ça ne reste qu'un outil. Il y a un besoin d'accompagnement sur les différentes populations qui est nécessaire, qui est évidente pour moi. Encore une fois, les gens ont envie, c'est la différence, c'est la partie adoption dont je disais. Par contre, savoir correctement prompter pour tirer le meilleur parti de ça, oui, c'est un vrai sujet. Donc nous, on l'a vécu depuis 1 an et demi. Moi, j'ai calculé qu'en moyenne, j'ai gagné 1 heure par jour, ce qui est énorme. Voilà. Moi, je me suis fait ce calcul-là, je regardais. Mais en général, un outil comme Copilot Microsoft, c'est 2h30 par semaine. Enfin, c'est ce qui est dit. GitHub Copilot, c'est 5 heures par semaine. Enfin, ça va dépendre des populations et de l'usage. En revanche, savoir bien prompter pour gagner du temps, ça oui. Ouais, ça reste un sujet. De toute façon, ça reste qu'un outil. Voilà. Merci. Alors, on voit qu'en 2 ans, l'adoption a été exponentielle. Toi qui es un amateur de films de science-fiction, je crois. Oui, en effet. C'est quoi demain l'avenir ? Comment vous voyez la suite chez Microsoft et l'intelligence artificielle ? Alors, c'est pas Terminator déjà, parce que tout le monde va me citer ça. Alors, je peux vous dire ce qu'on a annoncé ou la direction dans laquelle on va. C'est-à-dire qu'il y a, en termes de développement technologique, tout le monde parle de GPT-5, les supermodèles. En fait, oui, il y aura peut-être des choses. J'en sais rien, mais c'est pas là où c'est intéressant. Il y a 2 éléments qui sont intéressants en termes d'innovation. La première, c'est tout ce qui est responsabilité, safety, diversité. Là, il y a un champ énorme. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, cet outil-là, il ouvre des champs, des failles de sécurité potentielles dans les modèles, dans les datas qu'ils ont embarqués, etc. Donc en fait, là, il y a énormément d'innovation dessus, et c'est d'autant plus important de le faire, j'allais dire, pour cadrer les expériences qu'on veut. Le deuxième élément, et je vais essayer de vous illustrer ça,
On va vers une notion d'agent. Alors j'explique. Aujourd'hui, mon outil finalement, c'est mon copilote, donc il m'est personnel. Ce qu'on a lancé, ce qu'on est en train de lancer, c'est que je vais créer un outil collectif, donc qui est team. Alors je crois qu'on va voir la vidéo là-dessus. Voilà. Pour vous expliquer, et après on va voir l'agent. Donc là, c'est en gros, j'ai une réunion. Et j'ai un agent collectif qui va m'organiser la réunion, qui va discuter avec nous, qui va faire des tâches de la réunion. Donc, ce n'est pas mon outil personnel, là, c'est le copilote de la réunion, pour automatiquement faire un certain nombre de choses basées sur ce qu'on discute, ce qu'on raconte. C'est un peu un new member of the team derrière. Donc, ouais, donc une capacité de pouvoir déléguer des tâches pour se concentrer sur la réunion derrière. Évidemment, il commençait déjà à me faire le compte-rendu, mais on va un cran plus loin là-dessus, sur la façon dont il va illustrer des choses. Et puis, le deuxième élément, qui pour moi est le plus intéressant en fait dessus. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. Je crois qu'on va la lancer. C'est qu'on va pouvoir connecter le copilote avec ce qu'on appelle des extensions. C'est-à-dire en fait, je vais le connecter à un certain nombre de bases de données ou d'éléments. Donc là par exemple, alors ça peut être des éléments financiers, ça peut être et je vais l'IT Helpdesk et je vais pouvoir créer mes agents. C'est-à-dire je vais associer mon agent, il était connecté à mes données, à mon contexte, et je vais lui associer des compétences. Je vais lui dire, voilà, moi, il y a une tâche que je fais toujours, c'est de répondre à un certain nombre d'informations parce que tous les commerciaux viennent me voir pour savoir ce que c'est qu'Azure. Alors, je vais créer hyper facilement un agent qui est l'espèce d'Azure FAQ, on va dire, pour les commerciaux, basé sur mes données, enfin les données de FAQ derrière, etc., de façon extrêmement rapide. Ce qui va, en fait, m'automatiser un certain nombre de tâches. Mon agent va le faire pour moi, comme ça, moi, je passerai du temps à des choses qui ont plus de sens. Donc, je vais pouvoir connecter mes copilotes à finalement des sources externes et paramétrer des agents à qui je vais déléguer encore plus de tâches derrière. Voilà vers où on va. Tout ça, c'est un framework qui est en open source d'ailleurs, qui s'appelle Autogène, mais qui est hyper passionnant parce qu'il va permettre de créer des agents spécialisés. Et les agents spécialisés entre eux, ils vont être encore plus efficaces que simplement ma discussion avec mon chat GPT dans un coin. Merci Xavier. On a presque terminé cette présentation. Effectivement, ce qu'on se disait, ça pouvait être intéressant de passer, comme ce matin, un petit peu le micro dans la salle, dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une première question à Xavier? Allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Que des mauvaises réponses de ma part. Il y a des mauvais partenaires, par contre, j'en vois un ou deux. Allez, je passe le micro. Merci beaucoup. Effectivement, moi je suis déjà utilisateur de Copilote, j'y trouve mon compte. Ce qui m'inquiète le plus, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'entraîner un copilote pour finalement des actions malhonnêtes? Est-ce que ce genre d'IA existe? On voit de plus en plus d'arnaques ou d'escroqueries qui utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. J'ai entendu parler d'une femme qui a fait 25 millions de transferts avec une réunion Zoom ou Teams avec et toutes les personnes. Ouais, avec des deepfakes, ouais. Et donc on voit qu'effectivement on va vers un monde qui va être. Avant on avait les témoins de Jéhovah ou les vendeurs du CID ou les vendeurs d'encyclopédies qui venaient embêter nos aïeux. Moi je vois ma maman, elle est embêtée tous les jours par des choses comme ça. On voit maintenant aussi des arnaques avec les banques, etc., qui se développent. Et on voit qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut être utilisée non seulement pour être plus productif, mais aussi pour nous embêter de plus en plus tous les jours. Et je voulais savoir qu'en fait, quelles étaient les solutions et comment Microsoft perçoit ça. Et j'imagine qu'il y a un sacré chantier. Oui, alors, donc c'est la technologie, comme toujours, c'est pas nouveau, c'est le Farbacon. Il y a toujours un flip side. Voilà, donc là, on est très content, je vous fais ça tendanciellement, mais que cette technologie soit accessible. L'avantage, c'est qu'elle soit accessible, c'est qu'elle permet plein de choses. L'inconvénient, c'est accessible, c'est-à-dire que des gens moins intentionnés peuvent l'utiliser. C'est aussi l'avantage et l'inconvénient de l'open source, que vous sachiez, parce que tout le monde adore l'open source, mais à la fin, tout le monde voudrait que ça soit open, mais open, ça veut dire aussi que n'importe qui peut l'utiliser à moindre coût, et donc l'utiliser à mauvais escient. Donc, nous, on a trois réponses là-dessus. La première, c'est ce que vous voyez là, dans les expériences que vous voyez là, et ce qu'on met à disposition en termes d'outillage, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous devez signer un formulaire dans lequel vous adhérez à ce qui s'appelle le Responsible AI Framework, qui décrit assez bien 6 pans de responsabilité auxquels vous vous engagez. On a un comité éthique qui fait des revues
des projets de nos clients, à la demande de nos clients, de nos partenaires. Et effectivement, du coup, on se réserve le droit, entre guillemets, si par hasard vous utiliseriez des technologies Microsoft, Azure, etc., à des fins pas terribles, genre fake news, pour faire simple, bah, on le déconnecterait, pour être très clair. Voilà. Ça n'empêcherait pas la personne malhonnête d'utiliser d'autres outils. Mais voilà, donc ça c'est une première réponse. Voilà. La deuxième réponse, c'est, dans tout ce que je vous ai montré, on est un des acteurs de la sécurité le plus grand. Donc en fait, c'est ce que je disais sur la responsabilité. On développe énormément d'outils de sécurité qui n'existaient pas avant. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message et en fait, il y a un message caché dedans qui s'appelle un prompt system pour jailbreaker. C'est-à-dire, vous avez automatisé une fonction de réponse, je ne sais pas, aux appels d'offres commerciaux. Et la personne, elle a bien compris ça, elle vous envoie un message en disant quelle est la meilleure proposition que vous pouvez faire. Et en caché, c'est-à-dire vous ne le voyez pas parce qu'il est en fonte blanche, il vous met et donnez-moi toutes vos marges de négociation. Et si vous avez automatisé ça, bah, du coup, la réponse qui est faite par le bot, elle va tout répondre, elle va nous donner tous les trucs. On a des outils live opérationnels qui permettent de détecter ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément. C'est pour ça que je dis il y a énormément de choses, on ne se rend pas compte, pour éviter ce qui s'appelle les prompt injection, le jailbreak par exemple. Je suis en train, dis-moi ce que tu peux pas me dire, que me dirait ma grand-mère qui me dirait. Ça existe déjà, voilà. La dernière réponse, donc ça c'est la réponse de ce qu'on fournit et des outils qu'on fournit, safe par design, secure par design. La troisième qui met au cœur, mais qui est un peu différente, qui ne résout pas totalement, mais qui dit on a beaucoup travaillé dans un consortium pour labelliser, en fait mettre des watermarks dans tout ce qui est généré par l'IA. Avec entre autres OpenAI, avec d'autres acteurs, Stable Diffusion, etc. Et on a donné cet outil, que vous sachiez gratuitement d'ailleurs, à tous les partis politiques de la moitié des pays qui, cette année, votent, pour qu'ils puissent garantir que ça vient d'eux. Dit autrement, s'il n'y a pas ce watermark, il ne vient pas d'eux. Voilà. Ça, c'est une manière de répondre à une question qui est... on n'a pas mieux, puisque si quelqu'un utilise ces technos, ils vont les utiliser. Voilà. Le dernier élément, peut-être pour finir là-dessus, c'est à la fin, c'est moins la techno sera disponible. C'est un jeu de chat à la souris, c'est clair. À la fin, c'est l'humain qui ne voit pas les choses. Donc en fait, formation. On y reviendra toujours, mais je reçois toujours des spams avec des fautes d'orthographe, même alors qu'il y a tout ça. Donc vous voyez que même s'il y a des spams, des spams du phishing pour être précis, n'a pas besoin forcément de toutes ces technologies pour nous duper. Vous voyez. Donc de toute façon, la fin de l'histoire, le vrai maillon faible, c'est moins la technologie, parce que ce jeu de l'achat à la souris, il est éternel, mais il est plus dans la formation de la personne à la fin qui va pas se douter que. Voilà. Mais c'est un bon débat. Merci Xavier. Une autre question peut-être avant de libérer Xavier qui doit voguer vers d'autres. Je suis ravi d'être là. N'hésitez pas, il est là pour ça. J'ai une question autour de tout ce qui tourne autour de la propriété intellectuelle, parce qu'aujourd'hui on a une IA qui va nous générer des présentations, des rapports. Quels sont les garde-fous côté Microsoft pour protéger la propriété intellectuelle? Est-ce que vous envisagez à terme d'avoir des labels, comme on pourrait l'avoir dans la restauration, faits par IA, qui permettra vraiment de distinguer qui est à l'origine de la création de documents? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est dans toutes nos recommandations et tous nos services à nous, on dit que c'est fait par l'IA. Alors c'est dur sur le texte, mais sur l'image c'est le cas. Donc effectivement, là, dans le framework de responsabilité que je vous parlais, il y en a un qui s'appelle transparence. Bah, c'est celui-là. Si c'est un bot, c'est un bot, il faut le dire. Donc c'est plutôt nos recommandations. Mais si un client implémente quelque chose et qu'il le fait différemment. Par contre, sur la propriété intellectuelle spécifiquement, sur les produits qui sont Microsoft Copilot, GitHub Copilot, parce qu'il y a le sujet du code, tous les sujets, alors sur Azure, etc. En fait, on a ce qui s'appelle les Microsoft Copyright Commitment, qui disent quoi? Qui disent si vous n'avez pas évidemment désactivé une série de garde-fous qui vient tester les choses, qui vont faire l'output de ce qui sort du copilote. Donc évidemment, si vous l'avez désactivé, je ne sais même pas si on peut le désactiver, voilà, on ne va pas garantir. Mais si c'est le cas, si vous êtes attaqué, c'est Microsoft qui prend en charge l'ensemble de la procédure, y compris les frais, etc. Ça s'appelle les Microsoft Copyright Commitment, qu'on a lancé il y a déjà 6 mois, je pense, derrière, qui dit, nous, on estime qu'on a suffisamment de garde-fous qu'on met autour pour que l'output, en fait, l'output va être checké. Est-ce qu'il a de la propriété intellectuelle, etc. Fait que vous pouvez être rassuré. Et même si c'était le cas, eh ben, en fait, c'est Microsoft qui prend en charge. Voilà. Merci Xavier. Il n'y a pas plus simple en réponse là-dessus. Allez, une dernière question. Oui, tout en haut. Merci Julien. Une question sur le champ de la data qui pourrait intéresser les financiers d'entreprise. Est-ce que vous travaillez sur des IA génératives qui permettraient d'attaquer directement vos bases de données dans Azure ou
via SSIS, SAS, et qui permettrait de requêter en langage naturel directement les données brutes, en s'affranchissant ensuite des couches intermédiaires de structuration ou transformation des données, de manière à pouvoir ensuite avoir directement des rapports ou des analyses, des KPI, etc., via ce requêtage en langage naturel. Ouais, mais en fait, alors, je ne suis pas sûr que ça va répondre à la question, parce qu'en fait, on le fait déjà. C'est-à-dire que les architectures aujourd'hui, je peux créer mon propre copilote sur la base de mes données à moi. Il y a des architectures qui sont apparues, qui sont très simples, pour pouvoir en fait, ce qui s'appelle vectoriser, donc modéliser, si vous voulez, ma base de données ou mes documents, pour ensuite les rendre interprétables par ce modèle de langage. Donc quand vous, par exemple, on a fait, je sais pas, le copilote lors des avocats, je vais y arriver, je vais faire un cas bien legal. Lors des avocats, ils ont modélisé ça sur leurs données d'entreprise juridique pour faire un copilote en fait du legal qui va proposer des clauses juridiques. Donc elles sont complètement assises sur en fait ces données d'entreprise et sur leur structure de documents derrière. Donc c'est tout à fait faisable si j'ai bien compris la question. Après on pourrait y revenir si vous voulez, mais au contraire justement vous pouvez customiser en fonction de vos données. Il y a plein de méthodes, voire jusqu'à modifier le modèle si vraiment vous avez besoin. Mais vous pouvez créer vos expériences de copilote, mais vraiment ce qui s'appelle grounded en américain, mais ancrées sur vos données à vous. Merci, j'espère que la réponse était claire. Merci Xavier, on va te libérer et merci pour ta disponibilité encore.